Rebonjour à tous, nous sommes sur le plateau d'Artefact pour évoquer donc ce numéro spécial Monarchie et République. Je vous lis un extrait de journal pour commencer. Notre 5e République est vivement contestée quant au statut tout-puissant du président et au fonctionnement des institutions autour de lui. Voilà pourquoi on dit souvent que nous sommes une république monarchique. Alors, je vais poser la question à notre premier invité, Xavier Mauduit. Vous êtes historien, chroniqueur sur France Inter, chroniqueur aussi sur Arte. Est-ce que vous croyez que, comment dire, le président roi, ça existe ? C'est marrant parce que c'est une question qui avait été posée, c'était en 2008 par Laurent Geoffrin, qui était patron de Libé, à Nicolas Sarkozy. Il avait dit mais Monsieur le Président, aujourd'hui c'est une monarchie élective. Et le président Sarkozy, lui, il avait répondu en disant attendez, c'est pas possible parce que si je suis président, je suis président. Si je suis roi, je ne peux pas être élu. En fait, c'est complexe cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a des rois qui ont été élus dans l'histoire, c'est déjà arrivé, nos présidents sont élus. La légitimité, en fait, elle tient soit de droit divin quand c'était la monarchie absolue, soit elle tient de l'élection présidentielle, mais dans tous les cas, il y a une sacralité du pouvoir. Et c'est ça la question, c'est la sacralité à mettre autour du pouvoir. Le président de la République, sous la 5e notamment, mais même avant, avait repris des traits comme ça de sacralité, de mise en place de son apparat autour de l'homme présidentiel, qui fait que très vite, pour critiquer le président évidemment, on l'a comparé à un monarque. Dire que nous sommes dans une république qui a des traits de la monarchie, c'est le désir de critiquer un petit peu la République. Mais en soi, non, les institutions ne sont pas du tout monarchiques. C'est juste un peu l'apparat autour du président. Mathieu Davina, vous êtes historien, vous aussi, c'est les invités historiens. Vous avez été conseiller de la série Versailles produite par Canal+. Alors ma question est, sur quoi repose le pouvoir de Louis XIV? Quelle est sa légitimité puisqu'il n'y a pas de vote? La légitimité de Louis XIV, c'est uniquement parce qu'il est né fils de roi et qu'il est appelé à devenir roi. Et donc c'est une monarchie de droit divin. Et la monarchie d'Ancien Régime était une monarchie qui ne tenait son pouvoir que de Dieu. Et le roi représentait le lieutenant de Dieu sur terre, c'est-à-dire tenant lieu de Dieu sur terre. Et finalement, il n'avait de compte à rendre qu'à Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle la monarchie absolue, qui étymologiquement veut dire délié de tout lien. Et donc c'est ce lien direct avec Dieu. Alors aujourd'hui, le pouvoir repose sur le vote. Eh oui, l'élection. Mais c'est une vraie différence, notamment avec la monarchie de droit divin. Pour être extrêmement simple, c'est qu'il est roi divin tout le temps, toute sa vie, tout le temps, à tous les moments, alors que le président, il est légitime, il n'y a pas de problème, mais le moment de l'élection est un moment très très court. L'action de mettre un bulletin dans l'urne, c'est 1 seconde. Et le président a besoin de montrer sa légitimité sur l'ensemble de son quinquennat, ça dure 5 ans. Donc comment il montre sa légitimité? Notamment par l'image qu'il donne de son pouvoir, un président entouré du faste républicain. Mathieu, on sait que les présidents de la République aujourd'hui utilisent les intellectuels, les artistes, la culture pour montrer leur rayonnement. Comment ça se passait sous Louis XIV? Qu'est-ce qu'il utilisait pour montrer qu'il était le roi soleil, le roi des arts, le roi de la culture? Alors, au-delà de son pouvoir légitime politique, évidemment, il a utilisé énormément les artistes et il a réussi à faire en sorte que tous les artistes s'adressent directement à lui pour être mécénés. Auparavant, on avait du mécénat via les grands seigneurs, notamment Nicolas Fouquet, qui était le ministre des Finances, et Cardinal Mazarin, qui était le principal ministre, qui a formé politiquement Louis XIV, a fait en sorte que tous ces artistes, la plupart, parce qu'il y avait quelques réfractaires quand même, viennent s'adresser directement au roi et soient pensionnés par lui. Et de fait, en étant pensionnés, il louait la grandeur de Louis XIV, qui est un règne qui a duré 72 ans, donc ils ont eu tout le temps de pouvoir s'exprimer durant ce XVIIe siècle. Alors on a compris que le roi
ne peut pas tout faire, bien évidemment, qu'il a des ministres, qu'il a des administrateurs. Et pour avoir une idée précise du mode de fonctionnement, on va regarder un docu-fiction sous Louis XIV sur le Conseil des ministres. Messieurs, le roi. Messieurs, je vous écoute. Votre Majesté, il me faut à nouveau vous soumettre la question de l'impôt. La taille est toujours mal supportée par vos sujets. Les guerres que nous menons coûtent fort cher, Votre Majesté. Les dépenses sont grandissantes. La construction de Versailles a également coûté fort cher, Votre Majesté. Nous dépensons ce que bon nous semble et ce qui est nécessaire. Les puissances de la religion prétendue réformée nous menacent. Il nous faut nous en défaire. La guerre est un mal nécessaire. Votre Majesté, il ne s'agit plus de prélever l'impôt nécessaire, mais de le prélever équitablement. J'ai une liste des plus grands seigneurs dont les fermiers ne paient rien, pendant qu'on ravage tout dans la maison d'un malheureux. C'est donc la part de la taille qu'il faut encore réduire, Votre Majesté. Il nous faut également affaiblir la multiplicité des structures locales, Votre Majesté. Si certains doivent jouir d'exemptions, le plus grand nombre doit être obligé à participer à la défense de l'État. Et pour la régale? Le pape vous contestera toujours ce droit, Votre Majesté. Nous nous déferons également de son autorité. Messieurs, il est temps de proclamer la liberté de l'Église catholique de France. Nous déciderons en temps voulu. Nous sommes de retour sur le plateau d'Artefact en compagnie de nos deux invités. Pauline Ferrier, vous êtes historienne donc, de l'époque Louis XIV. Est-ce que ce documentaire, ce docu-fiction, correspond à la réalité ou il est complètement imaginaire? Alors non, il n'est pas complètement imaginaire. Difficile de dire qu'il correspond à la réalité parce qu'on a assez peu de documents qui nous expliquent comment se déroulait le Conseil d'en haut sous le règne de Louis XIV. Ce que le documentaire montre bien, c'est qu'il s'agissait effectivement d'un conseil secret, enfin en tout cas qui était tenu dans une pièce close, fermée, avec uniquement le roi et ses quelques conseillers qui étaient donc au nombre de 3 à 5 sous le règne de Louis XIV. Didier Sapot, vous êtes à la fois historien et homme des médias, vous avez présidé la chaîne Histoire. Question simple, est-ce que le président de la République a autant de pouvoir que le roi? Il en a certainement beaucoup, effectivement, mais d'une essence totalement différente, puisque le président de la République, il tient son pouvoir du peuple, alors que le roi tenait son pouvoir directement du Seigneur. Il est loin du Seigneur, il a été sacré, il a reçu les saintes huiles. Et donc ce qu'il octroie au peuple, il l'octroie de sa propre volonté, alors que le président de la République est l'exécutant des volontés du peuple, en quelque sorte. Pauline, est-ce que le roi omnipotent décidait de tout réellement? Alors, il décide de tout, sur tous les sujets, effectivement, mais il ne décide pas seul. C'est ce qu'il faut retenir. Louis XIV est un monarque absolu de droit divin, au sens où il n'a face à lui aucun contre-pouvoir. Pour autant, il a des conseillers, énormément de conseillers, de commis. C'est d'ailleurs une des spécificités du règne de Louis XIV, c'est vraiment d'agrandir l'administration au sein du gouvernement. Et Louis XIV lui-même est conseillé directement par les secrétaires d'État, par le contrôleur général des finances, par des ministres, pour le dire plus simplement, au sein du Conseil du roi et des conseils de gouvernement. Alors, je vais me tourner vers le public pour une première question destinée à Didier Sapot. Allez-y, Bonjour. Monsieur. Ma question s'adresse à M. Sapot. Donc, puisque nous sommes en République et non plus en monarchie, qui exerce vraiment le pouvoir aujourd'hui? Aujourd'hui, le pouvoir est partagé. En fait, il est partagé en 3. Et encore, je suis modeste. Il y a évidemment l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République
et son gouvernement. Il y a évidemment le législatif, qui a un pouvoir important parce que le Parlement non seulement vote les lois, mais contrôle l'action du gouvernement. Et puis, je rappelle quand même que nous appartenons d'une certaine façon à un système confédéré, à une confédération qui est celle de l'Europe, et qu'il y a maintenant beaucoup de textes qui sont adoptés par le Parlement européen et qui s'appliquent de facto dans tous les territoires de l'Union européenne. Et donc, sans compter le pouvoir des régions, le pouvoir est beaucoup plus morcelé qu'il ne l'était. Alors on a compris que ce pouvoir décide à une administration, mais ce pouvoir aussi repose sur une image, repose sur la communication, repose sur la propagande. Et à cet effet, on va regarder le documentaire sur le portrait de Louis XIV, exécuté par le peintre Hyacinthe Rigaud. Le pouvoir a ses limites. Il ne dure que le temps d'une vie. C'est une question obsessionnelle. Comment durer après la mort? À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV a définitivement installé la monarchie absolue de droit divin et a imposé son pouvoir en Europe. Il lui faut désormais construire sa postérité. La sculpture, la musique et la peinture participeront largement à cette entreprise. Le portrait réalisé par Hyacinthe Rigaud est un portrait d'apparat. Il ne montre pas réellement Louis XIV, mais l'image que le roi donne de lui-même. La partie supérieure propose le visage réaliste d'un homme âgé de 63 ans, sage, impassible. La partie inférieure montre des jambes de jeune homme gainé de soie, amorçant un pas de danse, sans aucun lien avec l'âge réel de Louis XIV en 1702. Un roi éternellement jeune, apparaissant dans une sorte d'intemporalité, entouré des insignes de la royauté. Le sceptre, la couronne fermée, le collier de l'ordre du Saint-Esprit, l'épée de Charlemagne. Un roi, deux corps. Le roi symbolique qui ne meurt jamais, et le roi physique, le simple corps mortel du roi homme élégant. Le tableau est aujourd'hui une sorte d'archétype des portraits officiels. Les présidents de la 3e à la 5e République sont représentés dans une posture proche de celle de Hyacinthe Rigaud. Isor Boitel, merci d'être venu. Vous êtes historienne de l'image. On vient de regarder ce petit documentaire. On a le sentiment d'une image officielle, d'une image de propagande, comme il en existait par exemple dans les régimes communistes, quelque chose de tout à fait faux. Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense que le parallèle est un peu exagéré, mais en tout cas, c'est clair que c'est un portrait commandé. Le roi pose pour sa réalisation. On met à la disposition du peintre également les régalias pour qu'il puisse les copier. Donc, il y a en tout cas l'idée de construire une image officielle du souverain diffusée et reproduite sous forme gravée. Éric Hacquemann, vous êtes journaliste au Parisien, vous suivez le président Hollande. Alors on vient d'évoquer Louis XIV, la question est facile, hein, un peu, même très. Louis XIV, François Hollande, même combat, même posture? J'irai pas jusqu'à dire même combat. Ce qui est sûr, c'est que dans l'utilisation du portrait officiel comme objet de communication, il y a sûrement une forme de continuité. Mais bon, c'est quand même assez différent. Il suffit de regarder le portrait officiel de Raymond Depardon. Aucune majesté ne se dégage de cette photo, aucune théâtralité. On voit bien que le message que veut faire
passé François Hollande dans ce portrait officiel, c'est celui tout simplement de la normalité qui va annoncer quelque part sa présidence. Alors on va se tourner vers notre public. Nous venons de découvrir un portrait très valorisant de Louis XIV. Donc il n'y avait pas de satire? Il y avait en effet des caricatures de Louis XIV, enfin ce qu'on appelait plutôt des satires à l'époque, car le terme n'est pas employé, qui circulaient, qui s'attaquaient au souverain, à son image, qui le montraient dans des poses dévalorisantes, qui critiquaient sa façon de gouverner. Et donc ça existait déjà du temps de Louis XIV. Est-ce que les hommes politiques actuels, ou François Hollande, ils sont contents, frustrés, mécontents des caricatures qui fleurissent à leur égard, ou même lorsqu'il y avait les marionnettes de Canal+. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'aujourd'hui les hommes politiques, en tout cas ceux que moi je peux fréquenter, sont très demandeurs de satire. C'est offrir finalement une certaine forme de visibilité. Tout le monde, les hommes politiques ne rêvent que d'une chose aujourd'hui, c'est d'avoir leur marionnette au guignol, qui leur permet d'avoir une audience, de les présenter souvent sous un regard peut-être un peu moqueur, mais en même temps, quelque part, un peu humain. Donc oui, aujourd'hui, la satire est quand même une norme de nos sociétés démocratiques. Elle est ancrée et elle est même désirée. Est-ce que les chargés de communication de François Hollande, dans cette nébuleuse, font en sorte qu'il y ait des caricatures contre lui, où ils suggèrent, ils encouragent, ils félicitent ceux qui les font? Je dirais qu'il ne les félicite pas, il ne les encourage pas, il intègre la caricature comme une donnée aujourd'hui normale de nos sociétés démocratiques. Je dirais même qu'on peut se demander certaines fois s'il ne les suscite pas un petit peu. Parce que n'a-t-on pas dit sur ce président, petite blague, et qui offrait lui-même finalement la perche à une forme de caricature et de satire. Quand il n'y a pas eu des erreurs, on se souvient tous de ce déplacement au Kazakhstan où on retrouve le président avec une chapka sur la tête qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a fait beaucoup rire. À son corps défendant, il faut bien l'admettre. Merci à vous deux. On a compris en tout cas que l'image, quelle qu'elle soit, télé ou autre, joue un rôle absolument fondamental dans l'exercice du pouvoir, soit du souverain, soit du président.